Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, 12h GMT, bienvenue dans le grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire de cette édition, information judiciaire sur l'affaire Petro-Tim. Le défilé se poursuit devant le doyen des juges d'instruction Samba Sall. Entre autres témoins entendus aujourd'hui, Boubacar Camara et Clédor Sène. Reprise de l'appel d'offres international pour l'affermage du service public de distribution de l'eau. C'est l'exigence du mouvement Frappe France Dégage qui dénonce un conflit d'intérêts lors de l'attribution du contrat à Suez. Avis de houle dangereuse sur le littoral nord, une houle qui pourrait dépasser 2,50 m à partir de 18h ce soir. Nous verrons si l'alerte lancée dès hier par la météo a été bien entendue sur les ports de pêche. Interdiction de la publicité des produits éclaircissants sur les radios et télévisions du Sénégal. Quelle réaction dans le paysage audiovisuel sénégalais? Réponse dans notre dossier à suivre dans cette édition. Pour l'actualité internationale, les titres avec vous, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Mauritanie, des bacheliers blessés suite à des échauffourées avec les forces de l'ordre à Nouakchott. Retrait des casques bleus en République démocratique du Congo. Décision onusienne sur une durée de 3 ans et la Russie au secours du G5 Sahel avec près de 3 000 milliards de francs CFA en équipement au nom de la guerre contre le terrorisme. Le développement de tous ces titres dans un instant, Binta Diallo. Bonjour, cher Ahmed Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Souleymane Niang. Les titres de l'actualité sportive. Peut-être une soirée historique pour les Lionceaux cadets qui croisent l'Espagne. Un succès permettrait de s'ouvrir les portes des quarts de finale du mondial U17. Force et faiblesse de la Rojita et réaction dans ce midi. On va aussi revenir sur la problématique des éliminations des clubs sénégalais en Afrique. La dernière en date hier, Génération Foot, sortie de la compétition. Et puis, nous allons aussi nous intéresser à la Ligue européenne des clubs champions. Idrissa Gana Gueye avec le PSG accueille l'équipe de Bruges de Krépin Diatta. Le détail de toutes ces informations dans le journal des sports que vous nous présenterez, cher Tidiane Diagne. À suivre le journal du Gamou avec dès à présent le sommaire de ce journal en direct de Tivaouane. Avec vous, El Hadj Ndiogou Diène, bonjour. Bonjour Souleymane et bonjour à tous. Alors, quels sont les titres de ce journal ? Alors, pour le menu du journal du Gamou, on va parler du transport par train des pèlerins. Cette année, le PTB, le petit train de banlieue, a prévu 11 rotations entre Dakar et Tivaouane, 4 à l'aller et 7 au retour. Nous allons aussi vous proposer un reportage sur l'avis des talibés sur la dernière sortie du khalife général des Tidianes qui demande qu'on l'appelle désormais par son vrai nom, Serigne Babacar Sy, et non plus Serigne Mbaye Sy Mansour. Et puis on va terminer par des reportages sur les préparatifs du Gamou dans les familles ici à Tivaouane. Rendez-vous aux alentours de 12h35 avec vous, El Hadj Ndiogou Diène, et avec toute l'équipe d'envoyés spéciaux à Tivaouane. À la mise en onde de ce journal, Abdou Thiam. Souleymane Niang. Les auditions dans l'affaire Petro-Tim, elles se poursuivent. Le leader du mouvement Diengou, Boubacar Camara, était devant le juge d'instruction ce matin. Il parle d'un moment historique qui va permettre de clarifier beaucoup de choses dans la gestion des ressources pétrolières et gazières. Boubacar Camara au téléphone avec Georges Déthié Diop. Nous considérons que c'est une excellente chose d'avoir enfin une occasion de clarifier cette affaire qui a défrayé la chronique. Il y a beaucoup d'interrogations de la part de l'opposition, de la part de la presse, de la part de tous les citoyens épris de transparence pour savoir comment ces blocs qui appartiennent à tout le peuple ont été attribués à Franck Timis et comment successivement c'est revenu à Cosmos et ensuite à BP. Aujourd'hui, c'est un moment historique, c'est une occasion. Le juge nous dira, est-ce que cette attribution est faite dans la transparence, dans le respect des règles? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que toutes les personnes qui sont impliqués l'ont été régulièrement? Est-ce qu'ils ont été impliqués pour leurs intérêts propres, personnels ou dans l'intérêt du Sénégal? Est-ce que les intérêts du Sénégal ont été sauvegardés? Voilà autant d'interrogations qui ne sont pas encore clarifiées.
Et avec la décision du juge, on aura une réponse pour mieux comprendre ce qui s'est passé, pour savoir quelle est la conduite à tenir pour ce qui est en train de se passer, parce qu'on est en train de parler d'attribution d'autres blocs, et pour l'avenir, pour éviter tous les manquements réels, supposés, éventuels sur ces questions-là. Et c'est pour ça que c'est avec beaucoup d'engagement et de plaisir que nous avons répondu au juge. C'est pas nous qui avons été interrogés, c'est le juge qui est interrogé par le peuple. Et il a choisi certains citoyens, certains justiciables pour lui donner des informations, pour répondre aux interrogations du peuple. Boubacar Camara à l'instant. Également entendu aujourd'hui, Clédor Sène, le responsable du mouvement Claire Vision, Guindi Askanui, est à l'instant dans le bureau du doyen des juges d'instruction. Autre aspect de l'actualité, le réseau Sigil Jigéen interpelle les chefs religieux sur la recrudescence des meurtres des femmes. La présidente qui s'offusque de leur silence leur demande de réagir face aux nombreux cas d'agression et d'attaques de toutes sortes. Safiatou Diop était l'invité des RFM Matin. Ce que nous déplorons, c'est le mutisme total des chefs religieux. Tout le monde sait que dans cette communauté-là, les femmes sont d'abord la majorité. Que ça soit chez les Tidjanes, chez les Mourides, partout, que ça soit chez les chrétiens, les femmes sont les plus déterminées dans la mobilisation des ressources, dans l'observation des ordres et des tâches, que ça soit au Sénégal ou ailleurs, que ça soit la chrétienne ou la musulmane, elle est déterminée véritablement à faire avancer sa religion et à accepter véritablement de participer à l'évolution de la communauté religieuse. Mais pourquoi alors, en ce moment crucial où vraiment on constate ces dérives communautaires, pourquoi les chefs religieux ne disent rien? Alors nous voulions tout simplement les inviter en tant que fidèles, en tant que talibés, à se prononcer, à saisir l'occasion du Mawlud. L'occasion ne peut être beaucoup plus adéquate que le Mawlud pour que les chefs religieux se prononcent sur ce qui se passe, les crimes odieux sur les femmes, les violences faites aux femmes, parce que c'est l'islam en tant que religion qui veut qu'on protège la femme qui est au centre de l'humanité, au centre de la religion, au centre de la foi. Nous considérons que les chefs religieux doivent prendre quand même leur part dans cette lutte pour que la femme puisse être réhabilitée et que la communauté puisse connaître la sérénité. Il y va vraiment de la paix et de la solidarité et du développement de notre nation. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Allons maintenant à Bambey, où les étudiants de l'université Alioune Diop ont encore délogé les élèves des lycées et collèges de la ville. Le recteur ne s'est pas laissé faire. Il a réquisitionné les forces de l'ordre avec autorisation d'accéder dans les campus. Les étudiants réclament la construction de nouveaux pavillons, l'achèvement des travaux du restaurant. Babacar Diouf, vous êtes en direct avec nous. Quelle est la situation sur place ? Souleymane, vous l'avez dit, les étudiants ne se sont pas limités à empêcher à l'administration de travailler. Ils ont aussi bloqué la route nationale numéro 3 à l'instant. Ils sont sur la bretelle qui relie la nationale numéro 3 à l'autoroute Ila Touba. Leurs armes, c'est des pierres, c'est des pneus qu'ils sont en train de brûler sur la route nationale, bloquant du coup le passage des véhicules. Souleymane. Les étudiants, vous l'avez dit, réclament la construction de nouveaux pavillons, l'achèvement des travaux de construction du restaurant de 500 places, travaux qui avaient démarré il y a de cela 4 ans. Souleymane, vous l'avez aussi dit, le recteur a requis, à travers une réquisition brandie par les policiers, a autorisé ceci à entrer de force dans le campus universitaire, mais cela n'a pas empêché aux étudiants de bloquer l'administration. Aucun travail n'a été noté dans les différents services qui sont ici au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, Souleymane, les étudiants sont sur la route. Ils sont en train de jouer à cache-cache avec les policiers qui ne sont pas en nombre très important, mais qui tout de même parviennent à relever les barricades qui sont posées sur la route nationale numéro 3. Nous suivrons l'évolution de la situation avec vous. Babacar Diouf, merci. Vous étiez en direct de Bambey. Restons dans le domaine de l'éducation pour parler de ce cri de détresse du principal du CEM, Khar Ndofen Diouf de Fatick. L'établissement scolaire menace ruine. Tout y est délabré. Les courts-circuits sont devenus fréquents en raison d'un réseau électrique défectueux. D'après l'administration de l'école, en danger guettent professeurs et élèves.
Aminata Goudiaby. Un calme plat règne ce matin dans la cour du collège d'enseignement moyen Khar Ndofène Diouf de Fatick. Les cours semblent se dérouler normalement dans les salles de classe délabrées pour la plupart. L'indice de vétusté de l'établissement scolaire construit il y a plus d'une quarantaine d'années est devenu important et selon le principal du CM, Mamadou Blaise Kane, élèves et professeurs sont confrontés à un danger permanent dans cette école. Nous avons des locaux qui ont abrité le site du lycée Coumba Ndoffène Diouf et qui n'ont jamais bénéficié d'un coup de réhabilitation. Les planchers des salles de classe sont très crevassés, les plafonds sont tous troués, ce qui pose aussi un problème et ça peut donner donc un problème de sécurité. Il n'y a pratiquement plus de fenêtres et de vitres dans les salles de classe, sans compter également l'absence de portes. Autre source d'insécurité, un réseau électrique défectueux dans l'école. Les courts-circuits y sont fréquents selon Mamadou Blaise Kane. Et il y a eu des interventions de différents techniciens qui ont complètement désorganisé le circuit électrique, au point que des fois nous pouvons rester 2 jours sans électricité. Les courts-circuits sont fréquents. Ça aussi, c'est un problème de sécurité. Une réhabilitation est impérative pour éviter le pire. Une fermeture de l'école n'est pas exclue. Si rien n'est fait, d'ici quelques temps, pour des raisons de sécurité, l'autorité pourrait être amenée à fermer le collège, ce qui serait un grand dommage. Il est temps d'agir si nous voulons éviter d'ici 2 ans ou 1 année à ce qu'on arrive à cette situation extrême. Nous avons pensé à une sorte de table ronde des donateurs. Le collège d'enseignement moyen Khar Ndofène Diouf fait partie des écoles d'excellence de l'académie de Fatick. L'effectif tourne autour de 1200 élèves. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Il est 12h10 et vous écoutez le grand journal sur la RFM. Les pêcheurs et autres navigateurs sont avertis. L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a publié hier un avis de houle dangereuse à 45 km des côtes entre Saint-Louis et Mbour. Autrement dit, on assistera à un fort mouvement d'ondulation au niveau de la surface de l'océan, pouvant constituer un réel danger pour les pirogues et les bateaux. Le phénomène est prévu pour durer jusqu'à vendredi à 6h du matin. L'ANACIM prévient les pêcheurs. Un message d'alerte a même été lancé. Abdoulaye Diouf, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, joint par Barthélémy Ngom. Une houle dangereuse du secteur nord-ouest pouvant dépasser 2,5 mètres de hauteur sur l'axe Saint-Louis-Petite-Côte. C'est-à-dire que ça va concerner Saint-Louis, Dakar et la Petite-Côte. Et cette houle va commencer à partir de ce soir à 18h et sera en cours demain pour prendre la fin du mois le vendredi à 6h du matin. À Saint-Louis, par exemple, les pêcheurs revenus de la mer ce matin soutiennent qu'ils n'ont pas reçu le message d'alerte. Ils demandent à l'État de mettre à contribution la marine à la place des messages d'alerte. Le comité local de pêche dit pourtant avoir informé les acteurs. Il demande aux pêcheurs encore restés en mer de prendre leurs responsabilités. Reportage Mohamed Nabissila. Moi aussi, c'est mon cas. Des fois, on nous informe, mais pas toujours. Et cela doit changer pour la sécurité de notre travail et de notre personne. Ces pêcheurs sont revenus d'une partie de pêche. Ce matin, ils n'étaient pas informés de la houle, mais pointent un doigt accusateur sur les propriétaires de pirogues. Nous sommes rarement informés des houles par les propriétaires des pirogues. Ils ne sont mus que par les intérêts. Vous voyez, nous avons des contrats non signés et informels avec eux pendant 6 mois. Si nous avons besoin de quelque chose, ils nous donnent. Mais par rapport aux équipements, par rapport aux informations météo, par rapport à la sécurité en mer, cela ne semble pas être leur priorité. Et s'il y a des vents forts, ils en profitent. Surtout pour nous demander de partir en mer, car si la pirogue revient saine et sauve, le jackpot est remporté et ça leur fait des gains de millions. La situation doit changer et la sécurité des pêcheurs doit être une préoccupation de tous. C'est l'État et les pouvoirs publics, notamment la marine, qui devaient veiller sur la brèche. L'État doit prendre ses responsabilités en cas de houle. Pour Baye Diallo, coordonnateur du comité local de pêche artisanale, des efforts sont faits pour alerter par tout moyen. Au Sénégal, nous avons reçu l'alerte. On a partagé la version écrite et puis on a partagé la version vocale. Mais mieux, on est allé plus loin de ça. On a mis les drapeaux rouges au niveau de toute la berge, au niveau de Saint-Louis. Donc pour te confirmer qu'aujourd'hui, il y en a même pas une seule pirogue qui a pris le risque d'entrer en mer
Mais aussi mieux, nous allons sensibiliser en même temps pour dire aux parents pêcheurs à qui l'alerte les a trouvés en pleine mer, de mieux sensibiliser leurs enfants à comprendre ou bien à mieux appréhender comment traverser le canal de délestage de Saint-Louis. Nous leur conseillons de porter leur gilet de sauvetage. À signaler que les consignes semblent être respectées à Guet-Ndar, où très peu de récalcitrants affrontent la mer en ces moments dangereux. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. RFM Midi. RFM Midi. Souleymane Niang. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel interdit la publicité des produits éclaircissants, le fameux Khessal, sur les radios et télévisions du Sénégal. Quelle réaction dans le paysage audiovisuel sénégalais? C'est le thème de notre dossier du jour réalisé par Mohamed Ali Mouba. L'interdiction de la publicité des produits éclaircissants, appelés communément Khessal, devrait toucher tous les médias, mais c'est l'audiovisuel qui devrait en payer le prix fort. La télévision surtout. La RTS et GFM se partagent principalement le marché. À GFM, justement, on encaisse le coût. On estime que ça devrait représenter un manque à gagner important, sans donner toutefois des chiffres. À Sud FM, Baye Omar Gueye se félicite de la mesure, mais affirme n'avoir pas attendu la décision du CNRA pour frapper d'interdiction la publicité des produits dépigmentants sur ses antennes. Il est le directeur général de Sud FM. Je n'ai même pas cherché à comprendre de ce point de vue. Je sais que la publicité génère beaucoup d'argent, surtout la publicité des produits dépigmentants. Mais encore une fois, c'est une question de responsabilité, c'est une question aussi de réglementation. Et le cahier de charge déjà nous interdisait ça. Il était question juste de respecter la loi et de faire respecter la loi sur cette question. Pourquoi devrait-on participer à la dégradation de la santé des Sénégalais pendant qu'on devrait lutter pour justement garantir le bien-être de nos populations? Mamadou Ibrakan, lui aussi, applaudit des deux mains. En tant que patron des patrons de la presse, il dit se soucier avant tout de la santé des populations. Je pense que c'est normal que les médias ne reprennent pas, disons, de mauvaises informations, ne désorientent pas donc le citoyen. De ce point de vue-là, on ne peut qu'accepter cette mesure-là. Il y a certains médias qui, d'eux-mêmes, refusaient, par exemple, de prendre une certaine publicité. 67% des femmes sénégalaises s'adonnent à la dépigmentation volontaire. 1 milliard de francs CFA dépensés par an par les femmes à Dakar pour l'achat de produits dépigmentants avec toutes les conséquences sanitaires que cela engendre. Mohamed Ali Mouba a réalisé ce dossier. Attribution de la gestion de l'eau à Suez, le Forum social et France Frappe et le mouvement Frappe France Dégage exigent la reprise de l'appel d'offres et parlent de conflits d'intérêts violents. L'article 9 du dossier d'appel d'offres, nous y reviendrons dans notre prochaine édition avec notre reporter Pape Balagueye. Un mot d'économie avec les rencontres d'information, de partage de connaissances et de mise en réseau, de développement du secteur privé des ACP, le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il s'agit de fournir des informations sur les programmes intra-ACP de développement du secteur privé et de mettre en place une plateforme d'apprentissage et de partage d'expériences entre pairs en la matière. Ces rencontres se tiennent ce jeudi et demain vendredi. Les occupants irréguliers de certaines emprises de Dakar Plateau bientôt déguerpis. Un accord dans ce sens a été signé entre le ministère de l'Urbanisme et la mairie de Dakar Plateau hier. Les ambulants établis s'en désolent aujourd'hui et pointent du doigt la mairie qui est selon eux à l'origine de ce désordre. Nafissa Toussila. De l'amertume chez les commerçants et autres occupants de la voie publique, cela suite à l'accord signé entre le ministère de l'Urbanisme et la mairie de Dakar Plateau, accord qui entend bien déguerpir les occupants irréguliers de ces lieux. Moi vraiment c'est sans commentaire, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ça appartient à la mairie certes, mais nous on ne fait rien de mal. On a même laissé de l'espace aux passants.
Une opération de désencombrement ultérieure, c'est certain, mais les ambulants ou même les tabliers établis sur l'avenue Lamine Gueye se désolent de cette situation qui pour eux est de la faute de la mairie de Dakar Plateau. Ils n'ont qu'à désencombrer d'autres zones, mais vraiment ici sur l'avenue Lamine Gueye, ce n'est pas nous qui avons fait ce désordre, mais plutôt les propriétaires des grands magasins. Voyez vous-même, la mairie a vendu toute la voie publique. Regardez la marchandise exposée ici et les véhicules qui empêchent aux gens de marcher sur les trottoirs. Des politiques de recasement sont là, mais aucune satisfaction, comme par exemple le centre commercial Félix Eboué, et pour ses occupants irréguliers de ces emprises, ce n'est pas pour demain. On nous interdit les trottoirs et on ne nous recase pas. Ça n'a pas de sens. Félix Eboué, ils l'ont vendu aux riches commerçants et eux-mêmes les agents de la mairie disposent de cantines là-bas. Ce n'est pas normal et vraiment cela ne nous arrange pas. Une cantine d'1 mètre carré, on ne peut pas travailler là-bas. Impossible, c'est mal conçu. Au moins 1,5 mètres sur 2, on ne fait rien pour nous aider. Plusieurs opérations de désencombrement ont été menées dans le centre-ville et aucune suite, et pour cause, défaut de mesures d'accompagnement. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Binta Diallo. Rebonjour Souleymane. D'abord, ces manifestations de bacheliers dispersés par les forces de l'ordre à Nouakchott. Il y a eu des blessés, des bacheliers âgés de 25 ans ont voulu s'inscrire dans les universités publiques, mais c'est ce que leur ont refusé les autorités. Le mouvement de colère dure depuis 2 mois. Leur porte-parole Omar Gaïdé au micro de notre correspondant en Mauritanie, Mohamed Diop. On a eu nos bacs cette année et puis le ministre nous a empêchés d'aller continuer nos études supérieures à l'université à cause des limites d'âge. Nous voyons que ce n'est pas normal qu'on fasse des limites d'âge. C'est parce que l'apprentissage est ouvert pour tout le monde. On ne devait pas limiter et dire quelqu'un il est plus âgé, il ne peut pas apprendre. Et puis quelqu'un qui a fait ce lycée, et il a des buts, il a encore des objectifs à réaliser. Donc il ne peut pas réaliser ça ailleurs, donc il peut seulement réaliser ça à l'université. Dans les lycées aujourd'hui, on voit les élèves là-bas, les candidats pour bac 2020-2021, moyenne de 23 ans à 24 ans, ça veut dire eux-mêmes s'ils ont eu leur bac l'année prochaine, ça veut dire qu'ils auront ce problème encore. Mort confirmée du terroriste Abderrahmane Al-Maghrebi au Mali. Alias Ali Méchant, annonce faite par la ministre française des Forces armées. Selon Florence Parly, en tournée dans le Sahel, le ressortissant marocain a été bel et bien tué par les forces françaises au Mali. Information RFI, il a été le numéro 2 et leader religieux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, organisation terroriste liée à Al-Qaïda. Et puis la sécurité, Souleymane, a été au cœur de la réunion des ministres de la Défense et des Affaires étrangères des pays du G5 Sahel à Ouagadougou hier. La Russie a apporté sa contribution de 5 milliards de dollars US, près de 3 000 milliards de francs CFA en équipement. La Chine est également montée en puissance selon RFI et prochainement un autre sommet est prévu en Arabie Saoudite pour approfondir le contact avec le monde arabe. Parlons maintenant du retrait des casques bleus de la RDC. Un retrait qui se fera sur 3 ans, c'est ce qui découle d'un rapport de l'ONU publié par Jeune Afrique. Voyons tout cela avec Virginie Léontine Sagna. Le document est fait suite à une évaluation stratégique de la mission des casques bleus en RDC et à Moscou. Toutefois, le rapport précise que lors de la première année, le nombre de casques bleus devrait rester le même avec quelques ajustements. Au terme d'1 an, un retrait des militaires onusiens doit pouvoir s'effectuer des provinces de Tanganyika et du Kasaï. La MONUSCO reste focalisée lors de la 2e année sur le Kivu et sur l'Ituri et la 3e année va être consacrée à achever le retrait de la force. Les auteurs du rapport soulignent qu'une mission politique pourrait succéder à la MONUSCO avec des composantes robustes en matière d'aide politique et des droits humains. À cet égard, le rapport établit 3 types de repères et d'indicateurs devant guider la transition et qui contient des paramètres pour assurer une transition responsable et efficace, indépendamment de considérations financières, de préférences institutionnelles ou d'intérêts géopolitiques. Souleymane, c'est tout pour cette page internationale. Merci Binta Diallo. RFM Sport.
Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Suleiman. D'abord, le mondial U17 de football. Le Sénégal reste la seule nation africaine en lice pour une place en quart de finale. Peut-être une soirée historique pour les Lionceaux cadets qui croisent l'Espagne. Un succès permettrait de s'ouvrir les portes des quarts de finale du mondial U17. Forces et faiblesses de la Rojita et réaction dans ce journal. Mais nous allons écouter dans un premier moment Soda Thiam qui nous présente l'équipe espagnole. Donc on me dit que c'est pas encore en place, mais nous allons dans un premier temps donc écouter peut-être la réaction de Malik Daf, Malik Daf qui est le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal et qui revient en tout cas sur cette équipe espagnole. Nous allons l'écouter en détail. Vous savez tous que le football est imprévisible. L'Espagne reste une très bonne équipe, tout comme le Sénégal qui a beaucoup travaillé pour arriver à ce stade de la compétition. La petite catégorie au Sénégal, on travaille beaucoup. Avec beaucoup d'humilité, on ne fait des fixations sur aucune équipe. L'Espagne, c'est vrai, reste une bonne équipe, ça c'est connu de tous. Mais aussi le Sénégal reste une très bonne équipe. Pour ce qui concerne les blessés, on les a tous récupérés et on a bon espoir que ce match-là, ce sera un très bon match pour nous. Et on espère gagner cette rencontre. Nous croyons à cela. À présent, le papier de Soda Thiam qui parle de cette rencontre prévue à partir de 19h30 contre l'Espagne pour une place en quart de finale. Auteur de 2 victoires et une défaite en phase de groupe, les protégés de Malik Daf ont bien des arguments pour franchir le cap. Mais attention, la Rojita reste une formation redoutable. Soda Thiam. La sélection U17 du Sénégal est tombée sur l'équipe vice-championne du monde, l'Espagne. Une sélection habituée à cette compétition. En 9 participations en Coupe du Monde des moins de 17 ans, l'Espagne s'est hissée sur le podium à 6 reprises. La Rojita est aussi 4 fois finaliste malheureuse. En 1991 contre le Ghana, en 2003 contre le Brésil, en 2007 face au Nigeria et lors de la précédente édition en 2017 face à l'Angleterre. La sélection U17 de l'Espagne est également 9 fois championne d'Europe des moins de 17 ans. Pour cette édition 2019, la Rojita a terminé première du groupe E avec un début de compétition timide sanctionné par un match nul vierge face à l'Argentine. L'Espagne s'est relancée lors de sa deuxième sortie face au Tadjikistan. La Rojita avait battu la sélection asiatique 5-1. Et pour terminer en beauté la phase de groupe, l'Espagne dompte les Lions indomptables 2-0. Pour le deuxième tour, la Rojita voudra sans doute aller plus loin et décrocher son premier trophée U17 après 4 finales perdues. Mais il faudra d'abord se frotter à une sélection sénégalaise surprenante dans cette compétition. Parlons maintenant des compétitions africaines des clubs. Énième désillusion pour le football local sénégalais. Ah oui, ça pose problème. Ces éliminations des équipes sénégalaises en compétition africaine, c'est même devenu problématique. Il urge de trouver une solution, d'après notre confrère de l'association nationale, de l'APS, l'agence de presse sénégalaise Salif Diallo, qui séjourne actuellement en Égypte pour les besoins de la CAN U20, à laquelle d'ailleurs ne participe pas le Sénégal. On l'écoute. Avec cette élimination, tous les clubs sénégalais, le Sénégal serait absent du top 16 africain sur toutes les 2 compétitions. Au moment où la Mauritanie avec l'FC Nouadhibou, le Mali où il n'y a pas de football, il n'y a pas de championnat depuis plus de 3-4 ans avec le Djoliba AC, le Bénin que nous avons éliminé en quart de finale de la CAN, et le Bénin aussi passe. Il y a 2 ans, c'était le Roya qui passait régulièrement, même en Ligue des Champions. Nous, depuis 2004, on n'a pas été en phase de poule de la Ligue des Champions. Roya est passé en Coupe de la CAF. Au contraire du Sénégal. Le Sénégal, depuis la création de la Ligue professionnelle, on disait que c'est pour booster le football local. Aujourd'hui, c'est un grand bond en arrière, il faut accepter de le dire. Je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on pose les vraies questions de cette ligue dite professionnelle. Il y a un problème de démarrage des compétitions, il y a un problème de moyens financiers, on sait tous les problèmes qui se sont posés et la fédération qui est obligée d'avancer de l'argent pour le démarrage des compétitions, le problème des infrastructures sportives. Aujourd'hui, 10 ans après, il faudrait qu'on s'arrête et qu'on se pose les bonnes questions. Aujourd'hui, les Mauritaniens, après nous avoir éliminé du CHAN 2014, aujourd'hui un club mauritanien est qualifié en phase de poule de la Coupe de la CAF. Nous, ça passe pas. Il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Aujourd'hui, il est important qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse. Pour finir, cher Tidiane Diagne, Ligue européenne des clubs champions. Et nous allons nous attarder sur une rencontre qui certainement va intéresser les Sénégalais. C'est une confrontation entre le Paris Saint-Germain d'Idrissa Gana Gueye et le club Bruges de Krépin Diatta. Match prévu à partir de 20h. Bien entendu, il y a d'autres rencontres et certainement nous aurons le temps d'y revenir dans nos toutes prochaines éditions en détail, Suleiman. Merci, cher Tidiane. RFM, la radio autrement.
Parlons à présent des préparatifs du Maulid à 2 jours du Gamou à Tivaouane. Le marché est bien approvisionné en denrées alimentaires et il n'y aura pas d'augmentation de prix. En tout cas, c'est le ministre du Commerce, Aminata Assome Diatta, qui l'a annoncé. Elle a fait le tour des marchés de Tivaouane pour s'enquérir de la situation avant de rendre visite au Khalife général des Tidjanes. Reportage de Cheikh Anta Diop. En prélude au Gamou de Tivaouane, le ministre du Commerce, accompagné du chef de service régional du commerce, a visité le marché central de Tivaouane et c'est pour s'enquérir de la situation et faire le point. Pour Aminata Assome Diatta, ministre du Commerce, l'objectif cette année est d'approvisionner correctement le marché en produits alimentaires. Nous voudrions d'abord remercier déjà les commerçants, mais aussi féliciter la direction du commerce intérieur pour toutes les dispositions qui ont été prises pour permettre en tout cas un approvisionnement correct du marché à l'approche du Gamou et aussi être rassuré par le niveau de stock, parce que quand nous avons un très bon niveau de stock, nous sommes persuadés qu'il y aura par la même occasion une stabilité des prix. Nous sommes tout à fait rassurés et nous pensons que le Gamou peut se dérouler dans de très bonnes conditions ici à Tivaouane. Et à Tivaouane, selon le ministre du Commerce, des agents sont mobilisés. Ils vont sillonner les marchés de Tivaouane pour traquer ceux qui vendent des produits impropres à la consommation. Les services sont toujours là pour poursuivre parce que peut-être à quelques jours ou bien à 24 heures de l'événement, il se peut qu'il y ait des personnes mal intentionnées ou bien tentées à introduire à Tivaouane des produits impropres à la consommation. Mais le Khalife des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, s'est félicité de la démarche des services du commerce. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Merci Cheikh Anta. À suivre tout à l'heure, après la revue de la presse, le journal du Gamou, monté par Mohamed Ali Mouba. Saisie de munitions à Pire, Libération revient ce matin sur l'affaire avec des informations de première main. Et le journal informe que l'affaire a pris une toute autre tournure. C'est un dossier de terrorisme. Le parquet a ouvert hier une information judiciaire pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et détention d'armes en vue de la commission d'actes terroristes. Macky Tall Ndiaye et Ahmed Ndiaye font face aux doyens des juges aujourd'hui. Parallèlement, une procédure distincte vise Amadou Bekay Sankhare, le militaire suspecté d'avoir dérobé les munitions. Le quotidien parle d'insécurité dans l'armée. Égard à la chienlit, c'est une piqûre de rappel à la grande muette. Du nouveau aussi dans l'affaire de la saisine de cocaïne en pleine mer par la marine de l'armée sénégalaise. Et cette fois, c'est l'Observateur qui s'y colle. Il s'agit de 700 kg de cocaïne d'une valeur d'environ 35 milliards de 9 francs. 6 personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête des Sénégalais, Français, Écossais et des Néerlandais impliqués. La drogue a quitté le Brésil selon l'Observateur pour l'Europe via le Maroc. Démarrage des audits dans l'affaire des contrats d'exploration gazière et pétrolière. Une affaire Petrogaz qui est à 1000 facettes, croit savoir Sud Quotidien. La BBC remet le couteau dans la plaie à travers un reportage. Aliou Sall, ni en bloc, Arlignou Bok porte le combat. Auditionné hier, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye réclame la suite de la plainte du CRD. Le Congrès de la Renaissance démocratique n'en démord pas, estime le confrère, pour un retard de fixation de la consignation sur leur plainte contre Franck-Timis Aliou Sall, entre autres. Le journal Les Échos relève que le CRD accuse le doyen des juges de violer la loi. Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye et compagnie saisissent la chambre d'accusation. Et si le procureur de la République renvoyait le dossier au calendrier grec, le confrère note en tout cas que du dilatoire, il peut bien y en avoir. Sur la recherche de partenaires pour l'exploitation des 12 blocs d'hydrocarbures, le Sénégal débute une nouvelle ère selon Le Soleil. L'américaine ExxonMobil et le chinois Sinopec tapent déjà à la porte, mais le ministre du pétrole avertit, nous ne signerons pas n'importe quoi. Ils étaient accusés de vouloir déstabiliser le régime du président Alpha Condé. Eh bien, les 48 Sénégalais arrêtés en même temps que d'autres ressortissants de la sous-région libre grâce à l'intervention
l'intervention diplomatique des autorités sénégalaises. Le rapatriement était en cours dans la soirée d'hier, renseigne l'Observateur. Le journal note que ces Sénégalais ont été dénoncés à la police par une entreprise nommée QNet qui les avait fait miroiter des postes de travail moyennant une contrepartie de 500 000 francs CFA. Le report des locales, dérèglement du calendrier électoral, le journal Enquête parle de dilatoire au sommet. Selon le confrère, depuis 1984, les élections municipales n'ont jamais été tenues à date échue. À provoquer et calculer le report abusif des locales permet au président de régenter l'horloge électorale. La complicité de l'opposition évoquée aussi, amendement du gouvernement pour que les locales soient tenues au plus tard le 28 mars 2021. Le journal Source ne dit pas autre chose. Pour le confrère, pour avoir exigé qu'il soit impérativement procédé à l'audit du processus électoral à l'évaluation de la présidentielle du 24 février 2019 à des discussions approfondies sur l'opportunité de maintenir le parrainage ainsi que la caution pour les prochaines élections locales. Le confrère note que c'est l'opposition à reporter les élections. C'est dans l'air du temps, les teints roses, les lèvres roses, la nouvelle tendance des hommes pour avoir des lèvres pulpeuses, roses, attirantes et sexy dans le but de plaire aux jeunes filles, note le journal La Tribune. Les hommes ne manquent pas d'inventivité. Oui, maintenant, ils vont plus loin en cherchant à rosifier leurs lèvres. Certains vont jusqu'à utiliser des produits qui servaient à parfaire la dépigmentation, comme pour dire que chez les hommes, c'est devenu la beauté à tout prix, un effet boomerang qui hante le sommeil des parents et inquiète aussi les filles. Et puis sport, Sadio Mané élu Ballon d'Or sénégalais. Le journal Le Quotidien nous dit que Sadio fait 100% des voix. Modou Lo élu meilleur lutteur de l'année.